Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Olympiennes et Olympiens. J'espère que vous allez bien ce matin, ce lundi 26 février 2024. On se retrouve pour un nouveau point marseillais. Il va être assez court, et oui, puisque hier j'ai fait un débrief. D'ailleurs, si vous voulez regarder, n'hésitez pas, vous avez le petit point qui va apparaître ici, un petit i. Vous cliquez dessus et vous donnez de la force à la chaîne en regardant le débrief d'hier soir. J'ai détaillé plus ou moins le match, j'ai fait un résumé de la rencontre, j'ai donné mon avis. Voilà, pour laquelle je pense que ça va mieux depuis une semaine, depuis que Jean-Louis Gasset est arrivé. Ça fait même pas une semaine, je crois qu'il est arrivé. Je sais même plus si ça fait une semaine. Bon bref, depuis qu'il est arrivé, je vous ai parlé de quoi? Je voulais parler de la compréhension. Voilà, donc on a parlé de mentalité, de morale, et ci et là. Mais la compréhension, c'est très important dans le football. Surtout quand on n'arrive pas à comprendre son propre coach. Là, c'est un Français, et il y a beaucoup de joueurs qui parlent français dans l'équipe. C'est normal que ça va mieux, on comprend plus vite. Maintenant, les choses vont être mises en place. Le côté tactique va rentrer en place là maintenant cette semaine, puisque nous avons encore 4 ou 5 jours de repos avant le prochain match. C'est samedi. Oui, samedi. Voilà. Donc, on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et c'est samedi le match. Aujourd'hui, ils seront au repos. Même peut-être demain, ils vont reprendre juste un petit entraînement, puisque le coach Gasset a préféré les mettre au repos. On va en parler dans la conférence de presse d'après-match. Je vais vous lire un petit peu toutes ces réponses. Et ça va faire du bien un petit peu au groupe de se retrouver en famille, de se reposer pendant 1 jour et demi environ. Voilà, donc ils vont se reposer, ils vont revenir plein de balles pour essayer de comprendre ce que veut mettre en place Gasset. Voilà, donc Gasset vient d'arriver. Il a remonté un petit peu le moral, le mental. Maintenant, c'est le côté tactique qui va rentrer en place et j'espère qu'il va mettre quelque chose de bien. Hier, on a vu des particularités, donc avec un Memba qui était moitié défenseur central, moitié arrière droit. Et derrière, on avait un Sarr qui était piston droit, ailier droit, attaquant central. C'était un petit peu bizarre, un petit peu asymétrique, comme j'ai entendu certains dire dans les médias. Donc asymétrique cette composition. On ne peut pas dire si c'était un 3-5-2, un 4-4-2, un 4-2-3-1, un 4-3-3. C'était un petit peu bizarre cette compo-là. C'est pas grave, on va pas parler de compo aujourd'hui. On va parler de la rencontre. On va parler aussi d'une autre rencontre, les amis. Avant cela, on y va. Sur quoi? Sur l'introduction. Allez, on va sur quoi? On commence par l'éphéméride. On y va tout de suite, les amis. Alors, avant tout, je souhaite une bonne fête à tous les Nestors. Et oui, c'est la Saint-Nestor, le 26 février. Je souhaite aussi un bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 26 février. Toi qui me regardes, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, qu'on puisse te le souhaiter. À chaque fois, je le souhaite à tous ceux qui sont nés le jour, qui me le souhaitent, qui me le disent. Voilà. Donc, quel Olympien est né le 26 février? Ou quel ancien Olympien? Donc, nous avons Raoul, j'arrive pas à le lire, Nogues. Nogues ou Nogue, je sais pas comment on le dit. C'est un Argentin qui est né en 1952, qui a joué en 74 jusqu'à 77. Donc il est encore vivant, je pense. Il a que 72 ans, si je ne me trompe pas. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez connu. Voilà, peut-être qu'il y a un ancien qui l'a connu, qui l'a vu jouer. N'hésitez pas. Concernant l'autre joueur, c'est Jean-Philippe Sabot. Donc Jean-Philippe Sabot, c'est un arrière latéral gauche, si je ne me trompe pas, formé à l'OM peut-être même. Donc qui est né en 1987, il est assez jeune, il a que 37 ans. Il a l'âge à Payet, tiens d'ailleurs. Il a joué entre 2007 et 2012. Jean-Philippe Sabot. Allez, on enchaîne avec quoi, les amis? On enchaîne avec la vidéo d'hier. Donc, je vous ai mis le petit i tout à l'heure, ou alors je vous le mettrai même là, maintenant. Si je ne l'ai pas mis tout à l'heure, le petit i que vous voyez en haut, et bien si vous voyez maintenant, vous cliquez dessus et vous donnez de la force à la vidéo d'hier. Voilà, donc je l'ai balancé à 2 h du matin, malheureusement, avec le petit réseau que j'ai. J'ai mis du temps à la balancer. Ça a mis 3 heures pour la mettre en ligne. Mais c'est pas grave. Voilà, j'ai donné mon avis en 15 minutes, plus ou moins, sur la rencontre et sur les joueurs qui ont vraiment marqué la rencontre. On les voit à l'image, bien sûr. Il y a Aubameyang qui a mis un doublé. Iliman Ndiaye qui a fait un très très gros match et qui, pour ma part, est le top du match. Pour vous, qui est top du match, les amis? N'hésitez pas à me le dire et à me le donner dans les commentaires. Allez, on enchaîne avec quoi, les amis? Ce soir, je fais un live. On va revenir, on va débriefer la rencontre OM Montpellier et on va terminer la soirée avec un petit FM 24, donc Football Manager 24, avec notre carrière qu'on a commencé ensemble, pour ceux qui me connaissent, de l'Olympique de Marseille. On se fait notre équipe à l'Olympique de Marseille, on va essayer de remporter la Champions League, pourquoi pas d'ici quelques années. On vient de commencer la carrière, donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas ce soir à partir de 21 h comme je l'ai mis là. Voilà, et demain ça sera pareil. Voilà, ça sera autre chose peut-être, mais ça sera pareil, on refait un live sur Twitch. Voilà, le lien est dans la description pour ceux qui sont intéressés.
Autre chose. Allez, on va donner de la force à qui? Aux jeunes. Les jeunes de la Gambardella qui ont remporté donc leur 8e de finale en Coupe de Gambardella hier. C'est passé du côté de YouTube, FFF YouTube. Vous pouvez retrouver même le quart de finale qui sera retransmis aussi sur YouTube normalement. Donc, ils ont eu du mal, voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont eu du mal, ils ont eu quand même de la ressource, ils ont été menés 2 fois dans les arrêts de jeu, dans les dernières minutes de la rencontre, ils ont égalisé dans les arrêts de jeu, donc comme vous pouvez le voir, ils ont égalisé à 3 buts partout à la 98e minute, bravo à eux, donc ils ont gagné encore aux séances de tir au but, après avoir été menés 3-0 à la séance de tir au but, c'est particulier, tu te fais mener 3-0, normalement tu reviens pas, et on a grâce au gardien qui a été élu homme du match bien sûr, lui, voilà, donc qui sera peut-être notre futur gardien. Parce qu'on voit qu'il a une belle carrure. Hein. Il est jeune, je sais pas quel âge il a. Peut-être 16, 17 ans, 18 ans en tout cas, je sais pas. N'hésitez pas à me le dire ceux qui connaissent. Donc c'est Dosso, si je me trompe pas le nom. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, il est costaud et franchement, il est très très fort sur la séance de tir au but. C'est peut-être ce qui nous manque en termes de gardien depuis un certain moment. Donc force à eux, force aux jeunes. N'hésitez pas à dire GG aux jeunes de notre équipe. Sternal a encore marqué un penalty pendant la rencontre. Je crois qu'il y a Bezaf, je crois, il me semble aussi qui a marqué. Et le troisième qui a égalisé, c'est Trigola ou un truc comme ça. Je ne sais plus exactement le nom. Mais en tout cas, force aux petits jeunes. Concernant le quart de finale, il va se dérouler, vous voyez là, le tirage au sort qui se déroulera donc le jeudi 29 février, donc jeudi qui va arriver, le tirage au sort pour les quarts de finale. Pour l'instant, on ne sait pas contre qui ils vont tomber. Et les matchs se disputeront dans leur intégralité, les quarts de finale, le 31 mars 2024. Et ça se passera en même temps qu'un match très important, le 31 mars, il y a quoi? Allez, n'hésitez pas à me dire dans le commentaire. Allez, je vous le donne dans le mille. Le classique de la saison, donc OM Paris, le 31 mars et le match des jeunes. Pourquoi pas, ils gagneront leur match dans l'après-midi, je pense que ça se passera dans l'après-midi, et nous on gagnera le match le soir pour revenir à un point de Paris. Non, j'y crois pas, mais bon, pour revenir au moins dans les places européennes. Allez les amis, on va passer sur quoi? On va partir sur la rencontre, on va bifurquer un petit peu sur l'autre côté, c'est-à-dire on va passer sur l'autre côté pour aller voir la conférence de presse de notre cher Jean-Louis Gasset les amis. Alors, je ne sais pas si vous l'avez, la Provence, mais moi je l'ai, je vous la lis pour vous faire plaisir à vous. Donc on va avoir toutes les réponses de notre Jean-Louis Gasset du côté de la conférence de presse d'après-match. Alors, OM Montpellier 4-1, bien sûr, la belle victoire. Je ne vous ai même pas donné le score, mais si vous voulez avoir tout le résumé et le débrief que j'ai fait hier, vous l'avez donc dans la description et même dans le petit i du début de vidéo. Alors, OM Montpellier 4-1, on a retrouvé de la confiance, souligne Jean-Louis Gasset. Et il nous répond à plusieurs questions. Alors, faut-il que vous soyez mené au score pour gagner, lui demande le journaliste. Et il répond, Jean-Louis, je signe pour tous les matchs si on est mené et qu'on marque 3 ou 4 buts derrière. Et oui, moi aussi. Franchement, si on prend un but à chaque début de rencontre et qu'on marque 3 à 4 buts derrière, je signe aussi tous les jours, pas de souci. Même si on en marque 2, parce que si on marque un but de plus que l'adversaire, on gagne. N'oublions pas que dans la Coupe d'Europe, par exemple, si on gagne même 2-1 à domicile, eh ben c'est comme si on gagnait 1-0. C'est le même score. Un but d'écart, c'est le même score. Cela dit, en ce moment, c'est 2 buts d'écart face au Shakhtar et 3 buts d'écart. Hier, ça faisait très longtemps d'ailleurs qu'on n'avait pas gagné 3 buts d'écart. En 5 jours, on a retrouvé de la confiance, nous dit Jean-Louis. C'est la priorité. Le premier match était axé sur l'état d'esprit, mais ce n'était pas agréable à regarder. Là, on a gardé l'état d'esprit, on a ajouté de la technique et de la maîtrise. C'est vrai qu'on a vu de belles choses. D'ailleurs, des joueurs que je vous ai parlé tout à l'heure, Aubameyang, qui a franchement été le fer de lance de l'attaque, avec Iliman Ndiaye, qui a été presque un meneur de jeu. Il est venu chercher les ballons bien bas. Il a même, je me suis surpris à le voir lever la tête de temps en temps. Voilà, que c'était particulier de le voir à chaque fois courir, la tête baissée et foncer dans le tas. Là, il a levé un petit peu la tête. Franchement, Iliman Ndiaye, il a fait un match plein. Qu'avez-vous pensé des performances de Ndiaye, justement, lui demande le journaliste, et Ismaïla Sarr, et que leur avez-vous demandé, ou dit plutôt, dit. Je leur ai dit que ce sont des joueurs à potentiel. Je devais d'abord parler avec les cadres, puis après avec les jeunes. Je leur ai dit que c'était dur ici, mais que s'ils avaient été choisis, ils allaient y arriver. Je les connaissais par rapport à mon travail en Afrique, et oui, il était avec la Côte d'Ivoire et d'autres sélections. Je voyais du potentiel en eux, mais pour s'exprimer à l'OM, ça ne vient pas comme ça. Il faut un déclic, du temps. J'avais envie de le tenter maintenant. J'ai senti que la chape de plomb était moins lourde. Voilà, il avait envie de tenter de mettre Ismaïla Sarr. On n'avait pas vraiment le choix parce que Klose était suspendu. Murillo est blessé. Donc côté droit, Ismaïla Sarr a commencé le match en tant que piston. Après, il est monté un cran plus haut. Après, il est passé un petit peu dans l'axe. Revenu sur le côté droit. Et concernant Iliman Ndiaye, il a voulu le tenter.
bah, finalement soutien d'attaquant, des fois milieu de terrain créateur. Donc il a un petit peu laissé libre champ à Iliman Ndiaye et sa qualité technique et sa vision de jeu. Parce que franchement, il a été très fort, hein, Iliman Ndiaye. Il m'a bien surpris. Et pour ceux qui l'appelaient d'ailleurs jongleur de Saint-Charles, moi je l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas une insulte, c'est juste que quand il faut le critiquer, c'était critiquable, et ben il fallait le critiquer. Voilà, moi je trouve que c'est normal de critiquer une personne qui est critiquable. Voilà, s'il y a des arguments, il faut le faire. Y a-t-il une patte gassée? On verra plus tard. Si on n'avait pas fait ce qu'il fallait, cela aurait été un peu un feu de paille. Alors, attendez, j'arrive pas à lire là, je le lis là. On est fin mai. Pardon, ça, c'est la fin de mon contrat. On est fin février. On ne doit pas se relâcher. Il s'est un petit peu trompé de date. Dans la vie, il avait peut-être envie de partir déjà, Jean-Louis. Dans la vie, il y a des moments où tout va bien, d'autres où tout, d'un coup, il y a un bouleversement. Il faut trouver la clé, le code pour renverser la situation. Donc là, il sous-entend plus ou moins qu'il commence à trouver la solution. Ça vient déjà du mental et du moral. Il a essayé de remonter un petit peu le moral en arrivant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la compréhension. Il arrive à faire passer le message avec des petites anecdotes, des petits ci, des petits là, des petites attentions. Voilà, c'est très important. Et peut-être que Gattuso était peut-être un petit peu trop tendu. Il n'arrive pas à se faire comprendre et malheureusement, trop rigide, comme je vous l'ai dit. Comme je vous l'ai dit dans les dernières vidéos, la rigidité, au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas. Et là, il a amené un petit peu de la souplesse du côté humain. Avec son compère Printemps, ça fonctionne un petit peu mieux. Voilà, il a mis un petit peu d'huile dans l'engrenage. Ça a l'air de prendre tout doucement, on verra. Pour l'instant, on est à 4 de rencontre, il ne faut pas s'enflammer. Mais pour l'instant, ça a l'air de bien goupiller. Vous insistez sur la simplicité depuis votre arrivée, mais vous avez opté pour un schéma particulier avec un système asymétrique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et hybride, illustré par le positionnement de Mbemba. Pouvez-vous nous expliquer votre choix ? Le but, nous dit Jean-Louis, c'est que on n'a pas de spécialiste. Si Klos est suspendu, on n'a personne dans le couloir droit. Il parle de Murillo qui est absent aussi. Hein. Sinon, il y avait Murillo. Il fallait trouver quelqu'un qui allait jouer la ligne, mais sans défendre autant que Jonathan. Donc, il a voulu mettre Ismail Assar sur le côté droit déjà. Et il fallait quelqu'un d'intelligent et qui aille se sacrifier. Donc, en parlant du gars qui va se sacrifier, c'était plutôt Mbemba qui va se sacrifier d'aller sur le côté et revenir dans l'axe. On a trouvé l'homme idéal dans le sacrifice. Chancel est un sacré client. Bah oui, c'est un sacré joueur. Moi, je vous l'ai dit depuis longtemps, depuis que je l'ai découvert. Parce que finalement, Chancel Mbemba, j'avais entendu ce nom du côté de Porto, mais je ne connaissais pas vraiment le joueur avant qu'il arrive à l'OM l'année dernière. Et franchement, j'ai été surpris directement. C'est peut-être un des meilleurs défenseurs que j'ai vu depuis très longtemps. Même on me parle de Saliba et tout, c'était encore trop tendre, pas encore confirmé, pas encore complet. Alors qu'un Chancel Mbemba, je trouve ça un peu plus énorme. C'est-à-dire que déjà, il marque des buts. Ouais, il nous apporte plus offensivement. Et il est coriace quand même le type. Chancel, sacré client. N'hésitez pas à me dire quel est votre meilleur défenseur depuis quand vous n'avez pas vu un aussi bon que Chancel Mbemba. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Allez, je continue. La prochaine question, c'est qu'avez-vous pensé de l'entame de match avec ce but rapidement pris ? C'est une faute technique, ça arrive souvent. En parlant du dégagement Gigot, c'est complètement foiré. Je vous en avais parlé dans la vidéo d'hier, hein, si vous avez envie d'écouter ce que j'ai dit dessus. C'est le destin. C'est pareil contre le Shakhtar, mais le match dure 95 minutes et c'est aussi grâce au public. Et oui, le public a été énorme hier. Il y a eu des banderoles, je vais vous les montrer tout à l'heure. Je vais vous relayer encore une fois, je les ai mis hier, mais je vous les relaye. Mais sinon, dans l'ensemble, le public n'a pas été à l'envers contre l'équipe, contre notre équipe, même quand on était mené. Voilà, ils ont toujours été là à les encourager et c'est très important. Je vous l'ai dit, il faut les encourager et finalement on a les résultats sur le terrain. Les gens étaient en osmose. Ah non, pardon, excusez-moi, je reviens là. Dans ce contexte, on aurait pu avoir des sifflets. Voilà, comme je vous l'ai dit, ils auraient pu avoir des sifflets puisqu'on était mené hier. Mais ça n'a pas été le cas. Les gens étaient en osmose, ils ont senti qu'on allait revenir au score. J'ai senti de la tolérance par rapport à l'investissement des joueurs. Ils étaient au taquet. C'est très bien que tout se goupille bien. Avez-vous des certitudes après 2 matchs où c'est encore trop tôt, lui demande le journaliste. Tout dépend de l'effectif, nous dit Jean-Louis. Klos était suspendu. Ce sera un autre la prochaine fois. J'ai 4 centraux avec le petit Bamo Maïté, mais à droite, il n'y en a qu'un. Je dois inventer, on récupère Verretou, Gay, on voit certains espoirs en train de passer le cap, c'est l'effectif qui fera l'équipe. D'ailleurs, très important, je l'ai souligné hier encore une fois, très important qu'il ait réintégré Pape Gay.
Donc Pape Gueye est rentré quand même, il a joué une demi-heure hier. Il a été plutôt bon, plutôt correct. Je trouve qu'il a réussi à mettre un petit tempo, ralentir le jeu quand il fallait. Voilà, donc franchement, c'est très bien de la part de Jean-Louis Gasset de concerner tout le monde, tout le groupe. Je vous en ai parlé hier de Pape Gueye, vous avez donné votre avis dans la vidéo, je ne sais pas, mais en tout cas, donnez-le. Votre équipe était malade quand vous êtes arrivé. Comment la trouvez-vous maintenant, aujourd'hui, vous voulez dire? Convalescente. Voilà, il la trouve convalescente. C'est pas encore guéri, mais c'est convalescent. J'ai parlé d'humilité dans le vestiaire. Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir de l'humilité, il faut être humble. Attendons de voir avec plusieurs matchs d'affilée. Voilà, donc il va avoir Clermont samedi, il va avoir Nantes, il va avoir le match de Coupe d'Europe. Attendons un petit peu avant de de partir en l'air. On ne voit pas plus loin que le match de Clermont le week-end prochain. J'ai vu leur prestation contre Nice, en parlant de Clermont. Ils vont mourir sur le terrain. On ne nous donnera rien. On ne nous donnera rien. Donc on ne fera pas de cadeau à l'OM. Donc il faudra aller chercher le résultat à Clermont. Vous avez une semaine entière pour préparer cette rencontre, comme je l'ai dit tout à l'heure en intro. Ça change quelque chose par rapport à la semaine écoulée? Là, il nous dit, on va laisser les joueurs au repos lundi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour qu'ils profitent de leur famille. On a fait des mises au vert, des discussions, il faut leur lâcher la grappe. Ils méritent 2 jours de repos. On reprendra mardi pour une semaine normale. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils vont leur laisser donc le dimanche soir bien sûr, voilà, le lundi toute la journée pleine et mardi en fin d'après-midi, peut-être qu'il y aura un petit entraînement comme il dit. Voilà, donc après on reprendra un entraînement normal à partir de mardi soir. Mercredi, jeudi, vendredi, ça fait quand même 3 jours pleins pour mettre quelque chose en place. Voilà qu'il aura dans la tête notre cher Jean-Louis. Donc les réponses de Jean-Louis, donc elles sont plutôt nettes, sans bavure. Il ne tergiverse pas, il donne la réponse qu'on attend et ça fait plaisir d'avoir de la fraîcheur. Allez, on enchaîne avec une autre personne qui nous a répondu du côté de la presse, c'est Iliman Ndiaye. Donc Iliman Ndiaye, il n'est pas trop bavard, mais il nous a répondu quand même et il nous dit quoi? Iliman Ndiaye, on a bien vécu cette semaine en équipe, ça fait plaisir de gagner 2 matchs d'affilée, cela faisait longtemps. Je ne savais pas comment célébrer mon premier but au Vélodrome. Et c'est vrai que c'est son premier but au Vélodrome, donc c'est particulier pour lui. Lui qui a supporté l'OM quand il était petit, voulait absolument s'imposer. Et là avec ce but, ça va peut-être le lancer. Comme je vous ai dit pour Aubameyang, qu'une fois que tu ouvres le ketchup, peut-être que ça va derrière. J'espère en tout cas. J'étais très content, j'avais les émotions, j'ai toujours voulu marquer dans ce stade depuis tout petit. J'espère que ce n'est pas le dernier, je sentais que c'était mon match, j'ai essayé de prendre les bonnes décisions avec le ballon, faire des bons choix pour mes équipiers, sans m'enflammer. Je peux dire que j'ai fait mon meilleur match avec l'OM. Tiens, donnez-moi votre avis, est-ce que vous pensez que c'est le meilleur match d'Iliman Ndiaye avec l'OM cette saison? C'est pas compliqué je pense, même si les 2 matchs avant la trêve, où on était passé en 3-5-2, il était dans les 2 de devant, il était plutôt intéressant. Le match face à Clermont et l'autre, je ne sais plus quoi avant. N'hésitez pas à me dire quel est votre meilleur match, enfin son meilleur match à Iliman Ndiaye pour vous. Est-ce que c'est celui-là ou un autre? Rien n'est fait, on a encore des matchs à gagner. On est content d'avoir remporté 2 rencontres de suite. Ça nous fait du bien, il voulait dire? Non, ça nous fait bien? Non, ça nous fait du bien, mais il faut continuer à travailler et ne pas s'enflammer. Donc il a répété le même message tout le long. J'ai gagné 2 fois, ça me fait plaisir, je ne veux pas m'enflammer. Sans m'enflammer, je dis que c'est mon meilleur match. On a gagné 2 fois et je ne veux pas m'enflammer. Voilà, il a dit la même chose, un petit peu inversé. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir que ça le fait plaisir et qu'il reprenne de la confiance. Allez, on enchaîne avec le dernier qui nous répond à la presse, c'est Jordan Verretou qui pourrait peut-être passer capitaine parce que Samuel Gigot, en ce moment, c'est délicat pour lui. Depuis l'élimination face à Rennes, il commence à s'enfoncer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Gigot, en ce moment, voilà, il a toujours été techniquement en deçà des autres. Voilà, c'est pas un joueur technique, il est plutôt dans le duel, dans le côté guerrier. Mais hier, hein, putain, il nous coûte un but quand même en début de match. Ça fait un petit peu yèche, quoi, que ça se tombe sur lui et que derrière, il marque pas, au moins pour se redonner un petit peu de confiance. J'aurais aimé, hein, je vous ai dit dans la vidéo d'hier, j'aurais aimé qu'il marque un but comme Amin Harit par exemple, mais malheureusement c'est pas vu. Allez, j'enchaîne avec Jordan. On a fait des erreurs, on essaie de les corriger, donc nous dit Jordan Verretou. On descend. Il a répondu beaucoup de questions, hein, Jordan Verretou. Hein. Je me demande si c'est pas lui qu'il faudrait peut-être pas mettre en capitaine. Après un démarrage difficile, vous vous êtes bien repris. Cette nouvelle victoire doit vous faire du bien. C'était un match très important pour nous, nous dit Jordan. On restait sur une victoire et une qualification en Coupe d'Europe. On avait à cœur de renouer avec la victoire dimanche soir. Ce but nous fait mal, mais avec notre état d'esprit, on savait que l'on pouvait renverser le match, nous dit Jordan. Il manquait Jordan Verretou dans cette équipe. Voilà, donc parce qu'il était un petit peu absent depuis quelques matchs avec sa blessure au quadriceps. Donc là, il est revenu et il nous dit « Non, non, je reviens. Ça faisait un peu plus de 20 jours que j'étais en dehors des terrains. Ça manque.
J'ai tout fait pour revenir le plus vite possible. La chose la plus importante, c'est que l'équipe a gagné et enchaîne une deuxième victoire. Oui, c'est vrai que moi, je suis comme ça aussi. Hein. Les joueurs, je m'en fous. C'est l'OM avant tout. La direction, je m'en fous. C'est l'OM avant tout. Du moment que ça va bien sur le terrain, après, je peux me concentrer sur le joueur, pour les encenser. Voilà, Iliman Ndiaye, il était très bon hier, je vais l'encenser. Je vais arrêter de dire des bêtises sur lui, des critiques qui sont justifiées. Donc, pareil pour d'autres joueurs. Aubameyang, on l'a critiqué en début de saison, c'était justifié. Maintenant, il faut dire ce qu'il en est, c'est qu'il marque des buts de plus en plus. Donc, voilà, donc il faut critiquer quand c'est critiquable et quand c'est pas critiquable, il faut pas critiquer. Voilà. Je sais pas pourquoi je suis parti sur ça, mais je continue. Vous avez enfin la réussite qui vous fuyait. Je vous l'ai dit hier, c'est la réussite. Hein. Le leitmotiv du match d'hier, c'est la réussite. N'oublions pas, on encaisse un but. Mais derrière, il y a 2 occasions pour Montpellier, dont une qui tape le poteau et ça tape le dos de Bobo Lopez, ça sort en corner. On aurait pu être mené 2-0 et le match aurait peut-être été différent. Hein. Voilà. Et en fin de match, en deuxième mi-temps, il y a un autre poteau. Voilà. Donc on a eu la réussite de notre côté. Cette fois, c'était pas un poteau rentrant. Cette fois, c'était un poteau et ça tape le dos du gardien, ça sort. Derrière, on a un penalty qui nous est sifflé. Voilà, donc en ce moment, on avait Brest, on avait Shakhtar qui était à l'encontre de nous. Voilà, parce que normalement, il y avait 2 penaltys sifflables. Et là, hier, une faute sur Ndiaye, il y avait penalty, il n'y a rien à dire sur ça. Mais il a été justifié, validé par l'arbitre, Monsieur Pignard, je crois. Donc tout allait dans notre sens, il y avait la réussite. Et même sur notre première occasion franche de Iliman Ndiaye, c'est rentré. Voilà, pour une fois qu'il marque en plus au Vélodrome. Tout était dans la réussite hier. C'est bien pour les attaquants. Vous avez enfin la réussite qui vous fuyait? Non. Il faut un peu de chance aussi. Montpellier touche les poteaux. Il y a 2 semaines, c'était filoche. Bah voilà, c'est ce que je viens de dire. J'ai pas lu en fait tout ça. Offensivement, on a montré de belles choses. On met 4 buts. On a été présent. C'est bien pour les attaquants. Il a raison. C'est bien la confiance pour les attaquants. Pour Iliman Ndiaye, pour Aubameyang qui continue parce que c'est notre buteur principal. Il est déjà à 18 buts cette saison, c'est énorme. Et pour les autres aussi, Ismaïla Sarr, il a fait un match bon aussi. Donc c'est bien aussi pour lui qu'il prenne un petit peu de confiance. Et même pour les autres qui rentrent comme Pape Gueye, même Onana qui a eu du temps de jeu, même Ulysse Garcia qui a eu du temps de jeu. Franchement, Gasset, je ne l'ai pas noté hier mais j'ai oublié de le faire. Si je devais lui donner une note, tiens je vais mettre les lunettes parce que j'ai un petit peu l'œil qui me fait bizarre là. Donc si je devais donner Gasset, pardon, je lui mettrais un bon 8 facilement sur 10. Bon 8, franchement il a tout juste hier. Tout juste dans son système, dans les joueurs qu'il a choisis, dans les changements. Voilà, il a changé tôt par rapport aux autres coachs qu'on avait. Gasset, j'allais dire. Martino, j'allais dire. Non, Gattuso, putain, je cherche le nom, j'ai fait un mixte. Gattuso, il y a tellement eu de coachs, oui. Gattuso, il attendait à chaque fois X temps. Tudor, il attendait X temps. Marcelo, il n'a pas eu trop le temps de nous montrer. Mais Gattuso, il n'utilisait même pas les 4 changements. Je crois qu'il en utilisait 3,5. J'avais mis la moyenne dernière fois. Et là, il a utilisé les 5, Gasset. Et en plus de ça, dans les bons tempos. C'est-à-dire à l'heure de jeu, pour mettre du temps de jeu à certains, pour faire reposer Kondogbia, c'était très important. Et même Merlin qui est peut-être un petit peu en dedans. Et derrière, il a changé aussi. Il a fait rentrer des joueurs pour la confiance, comme Pape Gueye, comme Onana, comme Ulysse Garcia, comme je vous l'ai dit, et tant d'autres. Meïté, et puis voilà. Donc ça a été pas mal. Ça a été pas mal quand même. Le coaching de Gasset a été très bon même. Je continue. Quelles étaient les consignes de Jean-Louis Gasset justement? Le schéma tactique en début de match, ce n'était pas ça. En fonction de match, on s'adapte à l'adversaire. Kondo, donc Geoffrey Kondogbia, était devant la défense. Amin Harit et moi un peu plus haut. Et Iliman Ndiaye en soutien d'Aubameyang, de Pierre-Emerick Aubameyang. C'était un schéma qui change. On a mis Montpellier en difficulté avec du mouvement. C'est en bougeant sur le terrain que l'on peut faire de belles choses. C'est ce que j'ai dit dans mon débrief hier. C'était franchement une permutation que j'ai pas trop compris tout le long du match, mais ça a bougé énormément. Et franchement, si c'est Gasset qui a mis ça en place, c'est énorme quoi. En si peu de temps, c'est énorme. Franchement, on avait dit que à l'époque de Laurent Blanc, quand il fait sa fameuse saison avec Bordeaux, c'était plutôt la tactique de Gasset qui était mise en place. Et là, on commence à le comprendre. Finalement, c'est un fin tacticien. Voilà, il paye pas de mine parce que c'est un petit pépé, comme certains vont dire, ouais, le papy, le tonton ici, là. Mais finalement, l'expérience et le côté tactique, il l'a. Il n'y a pas de souci sur ça. Il y a une semaine, le club était en crise après la défaite à Brest. Comment expliquez-vous ce changement, lui demande le journaliste. Je ne sais pas. Je ne suis pas venu jeudi dernier, mais j'ai un petit message pour notre coach Gattuso. Oh, j'avais dit que j'arrêtais de parler de Gattuso moi-même. Ah, ils vont tous pleurer. Bon, Gattuso, je lui en veux pas, moi, mais bon, c'est juste qu'il n'était pas l'homme de la situation, peut-être. Et son staff qui ont fait du très bon boulot. Ils ont essayé d'amener cette hargne et ce qu'ils avaient à nous donner. Ils ont tout donné jusqu'au dernier jour.
Le coach Jean-Louis Gasset a eu des mots, on s'est parlé et on est revenu à des choses basiques pour reprendre confiance. Jeudi, en début de match, on dégageait et on jouait les deuxièmes ballons. Voilà, là il nous détaille un petit peu les choses par rapport au match de jeudi qui était un petit peu plus, c'est vrai, moins beau à voir. Et c'est vrai que c'était de la simplicité pure et dure, les amis, jeudi. Et là, hier, il y avait du côté simple encore. Voilà, du côté simple, jouer plus rapide. Voilà, débordement centre, comme je vous l'ai déjà dit, plus trop de ish-ish. Aminarit d'ailleurs, il a été plus précis dans son jeu aussi, même si, bon, on espère avoir un peu plus de lui. Et là, peut-être que maintenant, le côté un peu plus tactique va rentrer en jeu et peut-être qu'on verra encore mieux des choses. J'espère en tout cas. Le départ de Gattuso a-t-il provoqué une envie de se rattraper? Bien sûr, c'est nous qui sommes sur le terrain. Ce qu'on produisait n'était pas suffisant. Il faut qu'on se remette en question. On est les joueurs, les acteurs, on n'a pas le droit de faire ce qu'on a montré. On s'est parlé, un nouveau coach est arrivé, il connaît très bien la Ligue 1, il nous met en confiance, nous parle beaucoup. Aujourd'hui, ça nous sourit, il faut continuer. Et il nous parle beaucoup, c'est ce que je vous dis tout à l'heure en début de vidéo, la compréhension très importante. Et oui, il parle, il est compris directement, il est français. Il n'y a pas de traducteur, essayer de se faire comprendre. Voilà, le système cognitif fonctionne mieux comme ça. Allez, je continue. Avec la crise est-elle derrière vous? L'équilibre reste-t-il précaire? D'une semaine à l'autre, nous répond Jordan en parlant de la crise, le football peut tourner. On part de très loin, on va prendre match après match, comme il a dit Jean-Louis tout à l'heure. Il faut continuer dans ce qu'on a montré, dans l'agressivité, la détermination. Les victoires amènent les victoires. Il ne faut pas lâcher, rester humble. Comme il a dit son coach, en fait, ils ont le même discours. On sait où on était il y a une semaine, on a fait des erreurs, on essaye de les corriger. On a une semaine pour bien préparer Clermont et ne penser qu'à ce match. Voilà, il a le même discours que son coach. Et je vais vous dire, moi, je commence à penser de plus en plus qu'il faudrait peut-être passer à Verretou en deuxième capitaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ou Mbemba, pourquoi pas. J'ai l'impression que Giroud, peut-être en ce moment, je ne sais pas si c'est le poids du capitana ou autre chose, il est en difficulté. Il est en difficulté. Voilà, Rongier quand il reviendra, on lui redonnera s'il jouera, parce que pour l'instant ça va être difficile qu'il reprenne sa place. Attention, c'est pas dit que Rongier revienne et il est titulaire. N'oublions pas qu'il y a Kondogbia, Verretou qui est énorme. Donc il y a qui devant qui va être après? Il y a Aminarit ou Rongier. C'est pas le même style de profil. Est-ce que Gasset va mettre un Rongier plutôt qu'un Aminarit? Cela dit, ça nous fera plus d'options, plus de solutions. C'est très important d'avoir des solutions. On aura quand même Kondogbia, Pape Gueye, Onana, donc ça fait beaucoup. Rongier, Verretou, Aminarit, Asdounaï, ça fait quand même pas mal d'options. D'ailleurs, Asdounaï, c'est peut-être le joueur qui aura le moins de temps de jeu finalement. Moins que Onana. Asdounaï, il est rentré hier, il a été encore, il a fait que 10 minutes. Mais voilà quoi. J'espère qu'il aura confiance lui aussi. Asdounaï, allez, réveille-toi. Maintenant, c'est à ton tour de nous prouver quelque chose. Iliman il a montré. Aminarit, pour l'instant, il ne se réveille pas trop, mais il a déjà montré par le passé. Ismail Assar, il a montré. C'est à toi maintenant, Asdine. C'est à toi. Allez, les amis, on a terminé avec cela, avec les réponses de la conférence de presse. Je vous montre ça vite fait pour ceux qui sont intéressés de venir dans les lives. Je vais lire peut-être ce soir, si on a le temps, ou peut-être un autre live, de temps en temps, tout ce qui est dans le magazine 1899 qui paraît tous les samedis du côté de la Provence. Pour ceux qui ne l'ont pas, je vais vous lire des articles qui sont intéressants. Il y a des anecdotes du passé, des anecdotes du présent. Par exemple, là, il y avait un dossier sur les coachs, avec Sampaoli, Tudor, Gattuso, Villas-Boas et Marcelino. Donc il y a un dossier, je ne l'ai pas encore lu. Je vais peut-être le lire là avec vous en live ce soir ou demain. Concernant aussi le président, et si là, ça je l'ai lu en entier. Les autres, je ne les ai pas lus avant parce que je n'étais pas encore abonné, mais je vais les lire au compte-gouttes. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir en live. N'hésitez pas. Allez, on passe sur une autre page. On revient sur l'autre page, les amis. On va continuer avec la rencontre. Je vous ai promis les banderoles, vous les avez. Donc Benassia qui a été visé en début de rencontre. Benassia, un directeur sportif en sous-traitance. C'est ça l'avenir? Demandent les fanatics. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, n'hésitez pas à réagir, c'est à vous de réagir. Je vais vous laisser réagir parce que sinon ça va être trop long. Maintenant j'enchaîne avec les autres banderoles. On enchaîne avec les autres banderoles. Alors, il y a eu les fanatiques encore qui nous ont mis Tessier. Manque plus que les poteaux carrés. En référence avec l'AS Saint-Etienne, puisque c'est un gars de Saint-Etienne. Manque plus les poteaux carrés. Voilà, donc c'est plutôt sympa. C'est pas méchant, c'est pas des insultes. Autre chose, toujours les fanatics, toujours le virage nord. Voilà, beaucoup de banderoles cette fois. Voilà, un déchaînement comme je l'ai marqué là dans mon tweet. Déchaînement de banderoles. Bilan, un propriétaire inexistant, une direction incohérente, des humiliations à répétition. Notre patience a des limites. Voilà, donc ça c'est le message qui est passé maintenant. Faudrait au bout d'un moment, voilà, donc on va se concentrer maintenant sur notre équipe, on va les encourager. Et c'est ce qu'ils ont fait juste après, franchement, ils n'ont pas fait ça toute la rencontre.
Cela dit, ça continue derrière, il y avait une autre banderole. Voilà, les autres banderoles, il y en a nombreuses là encore. Donc celle d'en haut, McCourt, toujours en vie, parce qu'on ne sait pas où il est. Longoria, un président, ça ne se prête pas avec option d'achat. Et oui, parce qu'il fait beaucoup d'options d'achat, de prêts avec son d'achat. Donc Longoria, est-ce qu'on peut le prêter pour s'en séparer? La qualif n'efface rien, en parlant de l'Europa League. Vous êtes toujours en sursis, enflammez-nous ce soir. Donc ça, c'était avant la rencontre. Avant la rencontre. Il y a eu une banderole aussi en fin de rencontre, même 2 banderoles, que je vais vous montrer. Je ne sais pas si je les ai là. Je les montrerai après. Je les montre après. Voilà, n'hésitez pas à réagir sur toutes ces banderoles-là si vous avez envie de réagir. Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison, les fanatics, de mettre des banderoles à foison encore ou pas? Allez, c'est vous qui me dites. Vous êtes pour les banderoles ou on arrête les banderoles et on se concentre sur le sportif, sur notre équipe, à les encourager à fond, à fond. Même s'ils le font après. Hein. Mais est-ce que vous voulez qu'on arrête les banderoles, qu'on se concentre un petit peu maintenant sur l'équipe et qu'on remette des banderoles si ça refonctionne mal? Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis. Allez, j'enchaîne avec l'homme de la rencontre et surtout le Vélodrome. 17 matchs, 0 défaite au Vélodrome cette saison, toutes compétitions confondues. Avec 5 matchs en Coupe d'Europe et 12 matchs en Ligue 1. 5 matchs? Alors, il y a le Pana, il y a les 3 matchs de groupe, ça fait 4. Et le match contre le Shakhtar, ça fait 5 matchs en Coupe d'Europe. Et 12 matchs en Ligue 1, donc 0 défaite. Nous sommes dans le top 5, je vous ai montré hier dans les stats, top 5 des meilleurs clubs européens. C'est quand même important de le dire, il faut le souligner. Donc la forteresse du Vélodrome. Concernant cette série, c'est la première fois depuis 1989-1990 que l'OM ne perd aucun de ses 12 premiers matchs au Vélodrome en Ligue 1. 7 victoires, 5 matchs nuls. Voilà, donc il y a les 5 matchs nuls qui font tâche, mais il y a quand même 7 victoires sur 12 rencontres. Et c'est depuis les années tapis que l'OM n'a pas enchaîné autant de matchs sans défaite au Vélodrome. Donc la forteresse. On continue avec peut-être d'autres stats. Oui, c'est les stats de l'homme du match, Iliman Ndiaye. Voilà, il a joué 81 minutes, il a mis un but, un penalty provoqué. C'est vrai, j'avais oublié de le souligner. Le penalty transformé par Aubameyang, c'est lui qui le provoque. 100% de dribble réussi, donc 4 sur 4. 94 passes réussies, 94% sur 31, 21, 29 réussis. 69% de duels remportés concernant au sol et aérien. Donc ça concerne aussi le jeu de tête. Il est moins fort de tête, c'est peut-être pour ça qu'il en a perdu quelques-uns. Mais c'est quand même un bon ratio, 69%, c'est énorme. 8 récupérations et 4 fautes sur bis sur lui. C'est un énorme ratio, c'est un énorme match, c'est des énormes stats. Donc félicitations à toi Milan, en espérant que tu fasses les mêmes choses pour les prochaines rencontres. Autre chose, pour la force du joueur, entre joueurs, ça fait plaisir à voir. Léo Ballardi qui a tweeté, j'allais dire non, qui a posté un message sur Instagram. Iliman Ndiaye, tu le mérites mon frère. Donc ça fait plaisir de voir de la force entre chaque joueur, une communion entre l'équipe et avec les supporters qu'on a vu à la fin de la rencontre. Concernant Iliman Ndiaye encore, quand on comprendra que nos joueurs ont besoin d'un temps d'adaptation, nous dit droit au but, et surtout de confiance à l'OM, on avancera vite, bien et tous ensemble. Alors, ça revient au domaine de la critique, qui est justifiée et justifiable concernant les joueurs qui sont mauvais. Alors moi, je tiens à dire droit au but, oui, tu fais une leçon pour certains, mais ça ne sert à rien de faire le hautain. Voilà, quand on dit ça, ça veut dire qu'on est un petit peu hautain. Moi, je ne l'ai jamais critiqué, j'y crois toujours. Au bout d'un moment, si tu n'arrives pas à critiquer un joueur, reste dans ton coin et mange ton popcorn. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis comme ça. Quand le joueur, je vois qu'il est mauvais un match, je lui laisse une chance, 2 matchs, 3 matchs. Là, ça fait quand même combien? Ça fait 20. On est à 22e journée, 23e journée, plus les matchs de Coupe d'Europe. Il en a joué une vingtaine de matchs. Il n'a pas été ouf sur les vingtaines de matchs. Combien il a été bon de fois? Peut-être une fois, 2 fois, à juger. Voilà, donc c'était normal de le critiquer par le passé, de dire toujours la même... C'était même pas une insulte, hein. C'est pas une insulte, c'est une petite critique joyeuse de dire jongleur de Saint-Charles. Je trouve que c'était sympa, c'était joyeux. Voilà, donc j'espère maintenant qu'il va être toujours le jongleur de Saint-Charles et qu'il sera le meilleur joueur à chaque match s'il veut. Voilà, si on gagne à chaque match 4-1 et qu'il est toujours le top du match, je valide, je signe tout de suite. Voilà, c'est pour ceux qui font les hautains dans les réseaux sociaux. Allez, on continue avec Odem by 13 qui nous dit quoi? Pierre-Emerick Aubameyang est impliqué sur 19 buts lors des 16 dernières titularisations. C'est énorme. Sur 19 buts, 13 buts marqués, 6 passes décisives. Finalement, Aubameyang, il commence à être dans les ratios des très grands attaquants là.
C'est peut-être lui notre grand attaquant qu'on attendait depuis l'ère Marcourt. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est Aubameyang notre grand attaquant de l'ère Marcourt? On en a eu certains qui sont passés, mais ils ne sont pas restés assez longtemps, ou alors ils ont été blessés pendant une période comme Milik. Je parle de Balotelli qui aurait pu être celui-là, mais il n'est pas resté assez longtemps. Sanchez, ça n'a pas été vraiment le grand attaquant, puisque quand je parle de grand attaquant, c'est dans les stats aussi, hein, qui marque beaucoup de buts. Donc Sanchez c'était un meneur d'attaque, on va dire, parce qu'il a emmené tout le monde derrière lui, il était très bon aussi, hein. Je vais pas dire que c'était un mauvais joueur, hein, quand même, c'est un très très bon joueur. J'aurais aimé le garder Sanchez et pourquoi pas mettre une paire avec Aubameyang, ça aurait été magnifique. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ce que je viens de dire là? Est-ce que c'est pas Aubameyang, notre grand attaquant qu'on recherchait depuis Marcourt? Allez, j'enchaîne, n'est-ce pas Christian? J'enchaîne. J'enchaîne justement encore avec Aubameyang. Grâce à ce 18e but de la saison, toute compétition confondue, Pierre-Emerick Aubameyang égalise, pardon. Ça se dit pas égal, hein. Si, égal, ça se dit? Oui, égal déjà le nombre de buts inscrits par Alexis Sanchez la saison dernière. Voilà, en une saison, Alexis Sanchez a mis 18 buts. Et Pierre-Emerick Aubameyang, en 2 tiers de saison, il est déjà au même taux. Et en plus de passes décisives. Cela dit, Aubameyang, c'est un joueur qui state toute sa carrière. Alors que Sanchez, c'est plutôt un joueur qui bouge plus. Voilà, c'est un plus mobile. Voilà, il va chercher le ballon plus bas, il est plus mobile que Aubameyang. C'est moins un buteur. Mais voilà, moi j'aurais aimé avoir les deux. Franchement, tu me dis, putain, ça aurait été magnifique. Imaginez-vous cette paire, bordel de merde. Putain, qu'est-ce qu'on aurait kiffé, les amis. Est-ce que vous aurez kiffé d'avoir Sanchez Aubameyang, les amis? Donnez-moi une note sur votre kiffance de cette paire. Voilà, une note sur 10. Un 10 sur 10 ou un 9 sur 10. Ouais, je pense qu'on peut pas aller au plus bas. Allez, on continue avec quoi, les amis? Avec Jean-Louis Gasset. Grâce à Jean-Louis Gasset, donc c'est un record. Un autre record par Jean-Louis Gasset. 7 buts pour ses 2 premiers matchs. Un record pour un coach de l'OM au 21e siècle. Donc depuis les années 2000, depuis 2000-2001, c'est le premier coach à atteindre 7 buts lors de ses 2 premiers matchs. Parfait. Parfaitement perfecto, Jean-Louis Gassetto. Ça fait plaisir. Concernant Jean-Louis Gasset encore, il nous a dit quoi du côté de Prime Video? Donc je ne vous l'ai pas relié tout à l'heure parce que c'était pas du côté de la Provence. Il nous a dit, on a joué à 3,5 derrière concernant Ismaïla Sarr dans le couloir droit, mais plus haut. Il était plus haut, Ismaïla Sarr. Il était piston, voire ailier. Et j'ai dit à Chancel Mbemba de le couvrir dans le dos pour ne pas lui dire qu'il était latéral droit, c'était déguisé. C'était la petite boutade du côté de Prime Video de la part de Jean-Louis Gasset, ça fait plaisir. Voilà, il a vraiment un côté humain qui est plaisant quand même. C'est le GOAT comme il nous dit PhD, voilà. Pep Gasset pour Pep Guardiola. Et en plus ça commence par un G. On va l'appeler Pep. On va l'appeler Pep Gasset, tiens. On va l'appeler Pep Gasset sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Pep Gasset, j'aime bien. Tiens, je vais lui mettre un petit like. Hop, voilà. Allez, on enchaîne avec Gasset et on enchaîne avec la dernière banderole de la fin de rencontre. Voilà, je vous l'avais dit tout à l'heure, j'allais vous la montrer. La victoire n'atténue pas la colère. Donc, il avait déjà préparé avant le match, je pense. La victoire n'atténue pas la colère. Il y avait aussi une autre banderole à côté que j'ai pas trouvée. J'ai oublié de vous la mettre. C'est vous voyez quand vous pouvez. Non, vous pouvez quand vous voyez. Non, vous voyez. Ouais, oui, vous voyez quand vous pouvez. Non, quand vous voulez. Ah, excusez-moi. Vous voyez quand vous voulez. Et oui. Ou vous pouvez quand vous voyez. Oh, j'arrête avec cette expression. Allez, n'hésitez pas à me dire c'est quoi, je suis complètement perdu. Je vous montre les notes du match du côté de l'équipe. Alors, je vous laisse un petit peu vous faire votre propre avis et me donner vos avis dans les commentaires. Si c'est bien noté, si c'est pas bien noté. Quelle note vous aurez changé du côté de l'OM? Voilà, moi j'aurais peut-être mis un point de plus pour Harit. Franchement, c'est méchant de lui mettre que 4, pardon. J'aurais mis 5 personnellement. Pour Balerdi, j'aurais mis 5,5, 6. Voilà, comme je vous l'ai dit hier dans la vidéo. Mbemba 7, c'est mérité. Gigot, bah, malheureusement, il coûte un but. Je le laisse à 4. Lopez, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, 5 pour ma part. Il n'a pas eu grand chose à faire avec les poteaux. Il a eu un peu plus de chance que d'habitude. Il a pris le but. Merlin 6, c'est plutôt mérité. Sarr 7, c'est mérité. Veretout 5. Ouais, on va dire 5, 5,5. Voilà, j'aurais peut-être mis 5,5, pourquoi pas. Iliman Ndiaye, j'aurais mis 8 par contre. Et j'aurais inversé avec Aubameyang pour ma part. Même si Aubameyang paye un doublé, j'ai préféré la prestation de Iliman Ndiaye. Allez, donnez-moi vos notes à vous sur tous les joueurs si vous voulez dans les commentaires. Allez, on enchaîne avec les notes cette fois de la Provence. Alors, je ne sais pas si vous pouvez lire à l'écran tout ce qui a marqué sur les textes. Je vais vous en lire un ou deux. Voilà, je vais vous en lire un ou deux. Si vous pouvez le lire, mettez une pause et lisez ce que vous avez envie de lire. Alors, je vais lire celle de Ndiaye et pourquoi pas celle de Kondogbia ou Merlin, tiens. Un des deux, parce que 4,5 Kondogbia Merlin, ça me semble bizarre pour la Provence. Alors, je le lis là, parce que là, j'arrive pas à le lire, c'est trop petit pour ma part. Alors, pour Ndiaye, on commence par le meilleur.
Auteur d'un début de match quelconque, le Sénégalais s'est vite repris en égalisant en force à la 31e minute, puis en se libérant au fur et à mesure du match, à l'image de son numéro de soliste, de sa frappe enroulée du gauche 42e minute, ou du pénalty obtenu sur le 3-1 la 60e minute. Il a enfin livré une belle copie pour Iliman Ndiaye et c'est la Provence qui nous dit ça. C'est plutôt réglo ce qu'ils ont mis. Concernant, allez, Kondogbia. En difficulté sans ballon, souvent à contre-temps dans la construction, avec une propension à jouer en retrait, le milieu de terrain a failli trouver la faille, mais son tir du gauche est passé de peu à côté à la 35e minute, remplacé par Pape Gueye après la pause à 63e, qui fêtait son grand retour sur le terrain depuis la CAN. Je trouve ça méchant de la part de la Provence d'avoir noté 4,5 Kondogbia. N'hésitez pas à réagir sur toutes les notes que vous avez de la Provence. Pour 4,5 pour Merlin aussi, je trouve ça méchant. Allez, on y va. On enchaîne avec quoi les amis? Le classement. L'Olympique de Marseille, 9e au classement, 33 points. Il y a une donnée qui est importante. La différence de but, parce qu'on vient de faire un +3 dans la différence de but, et c'est très important pour la fin de saison. Quand on regarde les autres, les Européens, finalement, au-dessus, regardez les 5 premiers là, les 5 premiers mis à part les puputes, je ne parle pas de puputes. Si on regarde Brest, bon, allez Brest, on va les mettre à part aussi parce qu'ils ont 10 points d'avance, ça semble trop avec plus 16. Ils ont quand même un avance, les Brestois, ça va être dur de les rattraper. Mais regardez à partir de Monaco, ils ont plus 10, donc 8 pour nous et plus 10 pour eux. C'est équilibré. 7 pour Nice, on est encore meilleur qu'eux. Même plus 13 pour Lille, vu qu'on va les affronter, si on gagne contre Lille, on peut remonter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut, pourquoi pas, remonter sur le classement, parce qu'on n'est pas très loin finalement. On n'est qu'à 5 points de Lille. On est à 7 points à peine de Nice. Et on va affronter ces deux équipes. On peut remonter. Imaginons, on fait le même rythme de points que Lille jusqu'à quand on les rencontre et on gagne contre Lille. On reviendrait à 2 points. Et pareil pour Nice, on reviendrait à 4 points. Donc c'est pas terminé le championnat. C'est pas terminé. Si on continue dans cette lancée, avec les prochains matchs qu'on va avoir, justement que je vais vous montrer maintenant, n'hésitez pas à réagir. Donc on est à, vous voyez les points, n'hésitez pas à vous faire votre avis. Regardez les prochaines rencontres contre Clermont. Donc ça peut faire ficelle, ça peut faire 3 points de plus. Contre Villarreal, donc je compte pas, c'est l'Europa League. Mais contre Nantes, à domicile, ça peut faire victoire. Et après là, ça va se compliquer. Ça va se tendre un petit peu. Le déplacement à Rennes, équipe en forme de la Ligue 1. Et la réception de Paris. Mais c'est pas dit que avec les matchs avant Clermont, Villarreal, Nantes, Villarreal, ça fait 4 matchs où on peut se redonner confiance. Imaginons qu'on gagne les 4 matchs là, avec les 2 matchs qu'on vient de gagner là, une série de 6 victoires. On peut arriver plein de balles à Rennes et les taper là-bas. Et ça peut nous donner confiance encore plus pour Paris. Alors là, c'est un blindé de confiance que je vous fais là, un blindé d'optimisme. Mais il faut y penser comme ça aussi. Il faut y penser comme ça. Avec cette personne-là, Jean-Louis Gasset, il me régale avec ses petites langues. Je suis confiant. Et est-ce que vous êtes confiant pour la suite, les amis? N'hésitez pas à me donner votre indice de confiance sur les pourcentages comme d'habitude. Allez, on enchaîne avec quoi? On va terminer la vidéo. Allez, la vidéo qui a été longue aujourd'hui. Je pensais faire une petite, mais j'ai tellement de choses à dire. Ça me plaît tellement de le faire des vidéos pour vous. Allez, j'enchaîne avec Mbemba qui a fait un bain de foule. Vous le voyez là, je vous mets pas le son. Il a fait un bain de foule, donc il y a un supporter qui lui a demandé de faire un selfie avec lui. Et vous le voyez en selfie, en vidéo carrément. C'est plaisant. Il va dans les supporters, dans les tribunes. Donc Mbemba, voilà, donc ça fait plaisir de voir ces images. Les joueurs qui se gênent pas à aller là-bas. Autre chose, un ancien joueur qui était il n'y a pas longtemps à l'OM, Isaac Touré, qui est du côté de Lorient, il a tweeté ça. Il a mis sur Instagram cette petite story avec Pape Gueye, avec Balerdi, avec Azunaï si je ne me trompe pas, et Luis Enrique peut-être derrière, je ne sais pas. En tout cas, Isaac n'oublie pas l'OM, comme dit OM Inside. Autre chose, le dernier tweet, celui-là, celui de l'Olympique de Marseille, pour l'ambiance avec Aminarit qui chante. Je ne sais pas ce qu'il chante, je ne vais pas vous mettre le son, quoique je pourrais vous le mettre. Ah, il y a peut-être une musique. Non, il y a une musique. Il y a un droit d'auteur derrière. Il y a un droit d'auteur. Voilà, donc ça fait plaisir, les amis. Cette ambiance dans les vestiaires. Et on voit qu'il y avait Valentin Rongier aussi. Ça fait plaisir. Allez, on arrête avec cela. On revient ici. J'espère que vous avez passé une belle vidéo, un beau moment avec moi. N'hésitez pas à noter la vidéo. Petit like, abonnement, la force pour la chaîne. Et n'oubliez pas, même la vidéo du débrief d'hier. Un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir aussi. N'oubliez pas la vidéo d'hier et cette vidéo-là. Like, abonnement, commentaire. Allez, vive le foot chez Sabache Foot. On a jusqu'à samedi pour le prochain match. On va en parler tous les jours de toute façon. Demain, ça sera peut-être un autre contenu. On se retrouve demain, plus tôt demain, parce que ça sera... Je ne travaille pas ce soir, donc ce soir on se retrouve pour Twitch. Mais demain, on se retrouve vers les 6h à 6h30 environ. Voilà, pour le rendez-vous de la quotidienne.
N'hésitez pas à activer la cloche, c'est très important. Vive le foot chez Sabache Foot. Et surtout, allez l'OM. Ciao, ciao, ciao. 45 minutes. Ah là là, ce Sabache Foot. Il a la parlotte, il a la bougeotte. Il est magnifique. Barjo surtout. Allez, ciao, 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 ciao.